Bonjour, Bonjour. bienvenue au webinaire sur le partenariat avec ses fournisseurs et que nous avons renommé Toyota le fait, pourquoi pas vous. L'ordre du jour est très simple, après une brève introduction, Renan va parler la plupart du temps, je vous rassure. Renan va décrire la politique en général de Toyota vis-à-vis de ses fournisseurs, et puis après, dans un deuxième temps, le cas particulier de la France comme exemple, et puis nous allons conclure tout simplement. Le format habituel pour ceux qui sont des habitués de nos webinaires est d'abord une présentation suivie de questions-réponses. Vous pouvez donc poser vos questions par écrit dans le bouton Q&R qui est selon votre configuration de votre Zoom en haut ou en bas, et ça peut être Q&R ou Q&A. Vous pouvez avoir accès à une copie intégrale de tout ce que nous allons vous présenter à la fin du webinaire. Il sera aussi disponible sur le site de Maris Consulting. Et ce webinaire est animé par moi-même et Rénal. On va se présenter dans un instant. Moi-même, je vais faire très bref parce que c'est surtout Rénal qui va parler aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Maris, je suis le directeur général de Maris Consulting. J'ai commencé à appliquer le Lean en tout début de carrière, en fait, quand ça s'appelait le juste à temps. Un peu plus tard, je découvrais la théorie des contraintes. Je mets en œuvre la théorie des contraintes et le Lean dans les organisations, surtout industrielles, de par le monde depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai écrit un livre très ennuyeux sur comment on gère les usines selon la théorie des contraintes. Je suis anglais et européen, notez le paradoxe, et il paraît que je parle un peu français. Maris Consulting a 16 ans, une douzaine de consultants et ses partenaires. On en est à 282 missions maintenant. Aujourd'hui, surtout avec la pandémie, on est à 95% de notre activité hors de France, un peu partout dans le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, on est considéré comme assez généreux dans notre contenu, puisque notre chaîne YouTube a plus de 350 vidéos maintenant sur des sujets comme le Lean, justement. Voilà les différents genres de clients chez qui on travaille. C'est vraiment très hétéroclite, hein, ça va donc de la fusée Ariane au sac à main de luxe, en passant par le médical, bien sûr beaucoup d'aéronautique et plein d'autres choses. Mais dès qu'il y a un produit physique, ça nous intéresse pour essayer de résumer. Donc, à moi, bonjour, je m'appelle Rénal Debeau-Enoch. Avant d'intégrer Toyota, j'ai travaillé essentiellement pour des équipementiers de rang 1 de l'automobile, donc d'abord comme manager qualité, puis mon dernier poste avant de rejoindre Toyota, c'était directeur qualité et amélioration continue. Donc Toyota, j'ai intégré en 1999, donc l'usine était encore en cours de construction comme directeur qualité, puis ensuite j'ai évolué dans la production, comme directeur de production, ensuite directeur assemblage et production de contrôle, directeur de production de contrôle, et puis j'ai terminé ma carrière donc en 2019 comme vice-président de la production. Bon, quelques mots avant. C'est moi qui ai le problème de souris. Oui. Je vais vous parler du site dans lequel j'ai travaillé, là, qui est très connu, mais je pense que c'est bien quand même de rappeler, et moi j'en suis fier de la réussite de ce site-là, donc qui était prévu au départ hein, pour une production annuelle de 150 000 véhicules avec environ 2000 personnes. On est passé rapidement à 180 000 véhicules. Puis on a été la première usine du groupe Toyota à tourner en 3 équipes. Je dirais la seule aussi vis-à-vis de la concurrence, hein, qui n'avait que des équipes de nuit partielles, avec un premier record de production en 2007 de 265 000 véhicules, je m'en souviens, j'étais patron de la production à cette époque, plus de 3 millions de véhicules produits en 3 ans, et puis l'aventure continue, actuellement une trajectoire de 3 millions de véhicules à construire en 10 ans, avec une production annuelle de 300 000 véhicules, et puis pas le moins de 5 000 collaborateurs, et enfin un deuxième véhicule en production en 2021. Donc on va parler du partenariat avec les fournisseurs ça fait quand même longtemps que ce que fait Toyota est décrit dans la littérature, par exemple la machine qui va changer le monde de 1985 qui avait détaillé. Il me semble que en France, le regard ne peut être que particulier sur ce sujet, puisqu'il y a cet exemple de Toyota en France qui le fait avec des fournisseurs français. Daniel va vous expliquer tous les détails.
Et ça marche très bien, puisque c'est les seuls qui sont capables de fabriquer des petites voitures du segment B en France et d'être rentables, ce qui montre bien qu'ils arrivent à des performances coût-qualité délai de la part de leurs fournisseurs qui sont exceptionnelles. Sinon, ils ne pourraient pas être aussi rentables avec des petites voitures à faible marge, etc. Donc, ils ont prouvé, ils le prouvent tous les jours, que c'est tout à fait possible en France. Et l'intérêt de ce webinaire pour nous, c'est d'essayer de provoquer la discussion sur pourquoi vous ne le faites pas, puisqu'il montre que, en tout cas dans le domaine automobile, ça marche très bien. Et pourtant, ce modèle est très peu copié. Nous pourrons en rediscuter éventuellement dans les questions-réponses. Pourquoi? Moi, j'en vois trois principales raisons, il y en a d'autres aussi. D'abord parce que le Lean est souvent compris juste dans sa composante industrielle, production, pilotage des flux, Kanban, etc. Et est moins présent dans les autres services d'une société, dans les achats par exemple. Et un autre point important, ce qui est que malheureusement trop de managers et de dirigeants, d'abord ils refusent de voir l'exemple de Toyota, puisque là on a concrètement un exemple qui prouve que ça marche, et ils se voilent la face en regardant, en faisant des calculs de coûts complets ou de coûts unitaires et autres, qui font qu'ils disent, ben voilà, ce fournisseur-là est moins cher que celui-ci, je vais donc changer de fournisseur. Et c'est nier que, en fin de compte, en faisant les choses différemment, en construisant des partenariats sur le long terme, en fin de compte, on aurait des meilleures performances. Donc, voilà pour moi une des principales causes pour lesquelles on n'adopte pas ces idées prouvées de Toyota. Et puis l'autre, bien évidemment, c'est que ce que fait Toyota dans ce domaine, c'est, comme beaucoup de ce qu'ils font, des choses qui prennent un peu de temps, ça se fait pas en 2 semaines. Mais moi, une des choses qui est tout à fait fascinante dans ce que Rénal va présenter, c'est combien de temps ça leur a pris en France pour y arriver. C'est pas 50 ans, ils l'ont fait en 10 ans. Donc, ok, c'est pas 2 semaines, c'est 10 ans. Mais c'est seulement 10 ans, j'aurais tendance à dire, car Rénal va donner tous les détails. Après 10 ans d'existence, maintenant ils ont 20 ans, après 10 ans, ils ont eu une liste de fournisseurs qui est devenue stable. Ils n'ont fait aucun changement majeur de fournisseur ces 10 dernières années. Donc voilà, il n'y a pas de ligne de fin dans ces histoires-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà assez robuste comme partenariat fournisseur. Ça leur a pris 10 ans pour le construire. Donc, je crois que c'est quelque chose à noter pour tous ceux qui sont tentés de le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas pour 50 ans. La mauvaise nouvelle, si on veut, c'est qu'il y en a peut-être pour 10 ans si vous le faites vite et bien. Voilà. Je vais laisser maintenant à Rénal le soin de vous détailler comment Toyota fait ça en général et en France. Bien, donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce que je vais partager, je pense que c'est déjà largement connu, mais c'est mon vécu, c'est ce que moi j'ai vécu pendant 20 ans comme Toyota member. Donc en parlant d'abord de la politique de Toyota vis-à-vis de ses fournisseurs, et puis après on regardera quelques spécificités de Toyota France vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc voilà, Philippe, si tu veux bien. D'abord, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Toyota développe une politique à long terme avec ses fournisseurs. Ça passe par la compétitivité des véhicules produits, qui passe par la prise en compte du coût global des prestations fournisseurs. Les fournisseurs sont la première étape du système de production. Donc, c'est-à-dire que les améliorations de la qualité, des livraisons, de la conduite des projets avec des objectifs ambitieux et l'augmentation des volumes ne peuvent pas être soumis à des décisions court-termistes, mais développées en partenariat. Donc, elles nécessitent bien sûr, de part et d'autre, des ressources et de l'engagement. Donc, Toyota a besoin de fournisseurs fiables pour soutenir son organisation en flux tendu, sans stop. Et puis, les pièces fournisseurs, ça représente la part la plus importante du prix de revient des véhicules et une part importante des coûts internes usines. Donc, plus les fournisseurs améliorent leurs prestations internes, chez eux, et externes, vis-à-vis du client, plus le coût global diminue et la compétitivité augmente. Donc, voilà, la performance du système de production Toyota implique l'efficacité de l'ensemble des étapes qui constituent le système de production et donc de ses fournisseurs. Donc pour moi, tel que je l'ai vécu, le partenariat entre Toyota et ses fournisseurs répond à 3 engagements. Le premier, c'est l'engagement de travailler ensemble à long terme. Le deuxième,
c'est l'engagement des dirigeants de Toyota et des dirigeants des fournisseurs, et puis l'engagement de progresser ensemble. Donc regardons, si vous voulez bien, le contenu de ces 3 engagements. Voilà, le premier, donc engagement de travailler ensemble à long terme. Ça passe d'abord par les coûts. Et je pense que ce qui est important, c'est que, comme en interne, les objectifs coûts sont d'abord, objectifs coûts donnés aux fournisseurs, sont d'abord envisagés à travers l'amélioration continue et le long terme. Ensuite, il y a les volumes. Les volumes qui sont visibles à 3 ans et tenus, sauf crise. Alors j'ai mis Lehman Brothers, j'aurais pu aussi mettre, effectivement, parler du Covid, mais les volumes sont plutôt revus à la hausse, et puis les fournisseurs sont accompagnés pour adapter leur outil de production. Et puis les volumes sont lissés, donc pour faciliter l'organisation et la gestion de production du fournisseur, et donc permettre d'avoir un bon équilibrage, optimisé des process de fabrication. Et puis il faut parler aussi des crises, ça c'est aussi un point important. Donc les fournisseurs sont aidés à traverser leurs crises. Les crises, ça fait partie de la vie de l'industrie, et on en a aussi chez les constructeurs. Mais le point important, c'est le support. C'est-à-dire que lorsqu'un fournisseur a une crise, que ce soit une crise sociale, technique ou due à des réorganisations, enfin différentes natures de crises, il y a les équipes Toyota qui peuvent être envoyées pour améliorer l'organisation, que ce soit de la maintenance, de la logistique, de la production, de la gestion des outillages, de la qualité, etc. Ça veut dire que pour envoyer les équipes, il faut aussi avoir une expertise. Et ça, c'est vraiment un des points forts dans la relation, pour moi, ce que j'ai vécu entre Toyota et ses fournisseurs, c'est de mettre des équipes d'experts donc pour aider les fournisseurs, pour les développer. Donc, par exemple, les spécialistes qualité Toyota sont formés pour avoir une expertise produit et processus qui leur permet d'aborder les problèmes efficacement. Toyota a une matrice, établit des rôles et responsabilités vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc généralement, les achats et la branche technique, Supplier Production Management, le SPM, s'occupent de la gestion de projet, de la capacité de production et puis de la réduction des coûts. Et puis les usines ont la responsabilité de la qualité et de la logistique. Travailler ensemble, ça veut dire aussi pouvoir communiquer ensemble. Donc des standards communs, comme le SQAM pour la qualité, donc le Supplier Quality Assurance Manual, le SDAM, le Supplier Delivery Assurance Manual pour la partie supply chain logistique, donc permettent d'avoir une communication claire et précise des attentes de Toyota vis-à-vis de ses fournisseurs, mais favorisent également la proposition d'idées et la notification immédiate des problèmes. Donc ces standards sont d'abord opérationnels et permettent de conduire un plan global qui assure des démarrages de production sereins et une conduite de masse production sereine. Et puis, un des points importants aussi, c'est la formation. Donc, beaucoup de formation vis-à-vis des fournisseurs. Travailler ensemble sur le long terme, ça signifie également un effort important de formation des fournisseurs. Donc, des formations d'abord pour savoir communiquer ensemble, comprendre comment utiliser le SQAM et le SDAM, mais aussi, c'est un exemple et il y en a d'autres, les formations avant chaque phase de projet, des équipes projet fournisseurs, pour s'assurer de leur compréhension des attentes. Passons maintenant au deuxième engagement, donc l'engagement des dirigeants Toyota et des dirigeants fournisseurs. Donc chez Toyota, il y a 5 valeurs qui sont bien connues, le challenge, le kaizen, le Genshin Butsu, le respect et le travail en équipe. Donc si on regarde maintenant comment ces 5 valeurs, on peut les envisager vis-à-vis pour expliquer les relations entre Toyota et ses fournisseurs. D'abord le premier, le challenge. Donc on a des plannings projets ambitieux, des objectifs qualité, donc soit en PPM ou en logistique DPM, qui sont aussi donc challenging, et puis des démarrages de production rapides, voire exponentiels. Le Kaizen, encore une fois, la réduction des coûts, qui passe à travers l'amélioration continue, et puis la mise en place de quality roadmap, de delivery roadmap, ou d'outils similaires pour améliorer les performances. L'autre valeur, elle est importante, c'est le Genshin Butsu. Ce qui est attendu des dirigeants des fournisseurs, c'est qu'ils connaissent leurs problèmes et savent venir les expliquer. Donc ça, c'est aussi ce qu'on pratique beaucoup en interne et on attend vraiment des dirigeants des fournisseurs ce savoir-faire-là ou l'application de cette valeur. Et puis, à contrepartie, c'est que les dirigeants de Toyota s'impliquent dans l'analyse des problèmes fournisseurs ou, par exemple, dans le développement des pièces stratégiques. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je parlerai de TMMF un petit peu plus. Et puis le respect, là aussi c'est une valeur importante à partager dans les relations avec les fournisseurs.
Donc les dirigeants des fournisseurs, ce qu'on attend, c'est qu'ils doivent communiquer et piloter les crises, et pas dire aux clients, ben voilà, j'ai une crise quelque part, débrouillez-vous ou pilotez-la vous-même, quoi. Et puis, en contrepartie, Toyota s'engage à protéger ses fournisseurs en cas de crise interne et met en place un accompagnement. Et puis, pour terminer, le travail en équipe. Donc, supporter les fournisseurs, encore une fois, en leur envoyant des experts en cas de problème majeur, mais c'est aussi, pour les fournisseurs, de supporter Toyota pour limiter les impacts en cas de crise. Donc, en envoyant soit des équipes de retouche, de l'assistance technique, des propositions de mise en place de contre-mesures. Et puis, le troisième engagement, donc, l'engagement de progresser ensemble. Donc ça va être à travers la technologie, donc favoriser les idées d'innovation proposées par les fournisseurs, les impliquer dans les phases design ou leur confier des phases de design. Et puis, je pense qu'une activité très importante, c'est faire de teardown des véhicules concurrents ensemble pour aller chercher des idées et mettre des idées ensemble sur les nouvelles technologies, que ce soit produit ou que ce soit process. En qualité, donc comment progresser ensemble à travers des quality roadmaps, avec un objectif 0 ppm. Et ça, c'était par exemple un message clair de TMMF dès le début. C'est pourquoi viser 30 ou 50 ou 100 ppm. Non, visons 0. De toute façon, les efforts à faire sont quasiment les mêmes, mais en tout cas, l'approche est la même. Et puis, comment progresser ensemble pour analyser en profondeur chaque incident qualité ou logistique de manière à définitivement le régler et le solder et pouvoir éventuellement faire des transferts de ce qu'on a appris sur d'autres process ou d'autres produits. Un point important, c'est d'avoir des standards qualité clairs et élaborés dès les phases projet, de manière à avoir effectivement savoir ensemble quels sont les attendus. Et ça, c'est par exemple très important en matière de qualité statique. La formation des spécialistes équipe projet fournisseurs. Donc, encore une fois, à chaque étape du projet, sur les objectifs et les documents attendus. En termes de livraison, alors, comme on a des plans d'amélioration Quality Roadmap, on définit aussi des Delivery Roadmap, on met en place des revues de terrain, la formation des équipes logistiques fournisseurs, supply chain, pour par exemple réduire les erreurs d'étiquetage ou les erreurs de... Non, c'est trop vite là. Ou les erreurs de livraison. Et ça, on a toute cette démarche-là qui nous a permis de grandement aussi améliorer les performances fournisseurs en matière de livraison. Et on verra... par la suite, ce que ça peut apporter. Et puis, l'engagement de progresser ensemble, c'est de développer des approches, qu'on appelle les approches team, par exemple. C'est-à-dire que des fournisseurs qui sont formés au TPS et qui conduisent des chantiers d'amélioration en commun, ou des équipes Toyota qui vont chez les fournisseurs pour les aider à travailler et améliorer leur process de fabrication, ou à préparer, par exemple, des process pour des nouveaux projets. Alors, voilà, la progression des fournisseurs, un des impacts directs, c'est, par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est de permettre de réduire les équipes qualité en masse production. Si vous avez un très bon niveau qualité de fournisseur, moins de besoin de spécialistes, moins de besoin d'équipes pour faire la réception des pièces, pour traiter les litiges, etc., parce que vous avez moins de litiges. Ça permet... en matière de logistique, d'optimiser les livraisons, et puis de passer à des livraisons directes en bord de ligne. Ça permet derrière de supprimer des stocks, de gagner des mètres carrés qui sont utiles dans le développement de nouveaux projets. Et puis, globalement, parce que c'est le but recherché, quoi, permet d'optimiser la compétitivité du véhicule et de faire progresser les ventes. Et ça, c'est du gagnant-gagnant entre le site Toyota et puis ses fournisseurs. Un élément important aussi, c'est de savoir reconnaître la performance des fournisseurs. Et donc, il y a ce qui s'appelle un annuel business meeting, où on va reconnaître la meilleure performance en termes de qualité, de supply chain, de projet. Et ça permet, encore une fois, l'engagement, c'est le retour sur l'engagement des dirigeants des fournisseurs, de venir et d'expliquer leur réussite. Et puis, ça permet aux dirigeants de Toyota d'expliquer leur vision et d'expliquer comment ils vont continuer à développer le partenariat entre le panel de fournisseurs et puis les usines. Voilà, maintenant, si vous le voulez, on va se pencher un peu sur Toyota France et puis les quelques spécificités. On va retrouver pas mal de points que je viens d'évoquer. Mais bon, Toyota TMMF, on a démarré une usine et puis des équipes. Donc, il a fallu recruter. Et on avait un objectif important, c'était
de démarrer, de réussir le démarrage de production le jour prévu, et j'ai presque envie de dire à l'heure prévue. Et puis avec le niveau de qualité qui était très challenging, puisque lorsqu'on a démarré l'usine, la Yaris était déjà commercialisée en Europe depuis 1 an, avec déjà récompensé comme véhicule de Car of the Year, un véhicule de l'année. Donc ça veut dire que pour l'usine de TMMF, le challenge était très élevé, c'est-à-dire faire sortir de nos lignes un véhicule avec au moins le même niveau de qualité que le véhicule qui provenait du Japon et qui était déjà un succès commercial. Donc c'est passé par un recrutement exigeant des spécialistes qualité et supply chain, et beaucoup d'entre eux, par exemple, étaient des anciens managers qualité qui, parce qu'envie de dire, ont redémarré au bas de l'échelle, mais qui ont eu une formation intensive donc de spécialistes pour en faire des experts Toyota. Parce que ça, c'est vraiment quelque part une des clés de la réussite et du développement des fournisseurs, c'est d'avoir des interlocuteurs pour nos fournisseurs qui soient des experts, quoi, et qui savent faire, c'est le point suivant, des visites à valeur ajoutée. Donc, alors d'abord des fournisseurs potentiels, et puis ensuite des fournisseurs qui ont été retenus pour leur enseigner les attentes Toyota, et puis donc on forme ces experts IMMF et on les a formés à savoir conduire des visites fournisseurs. Alors bien sûr, avec des formateurs qui venaient du Japon, qui avaient déjà toute cette expérience et toute cette expertise. Et puis, ce qui a été aussi important, ce qu'on a fait à TMF, c'est qu'on a communiqué, par exemple, la politique qualité, la politique logistique, dès la préparation des phases off-tool, avec, je me souviens, ça avait fait réagir donc à une demande de viser le 0 ppm, et cette communication, elle a été renouvelée à chaque phase, alors soit dans les réunions avec l'ensemble des fournisseurs, soit dans les visites des différents sites fournisseurs. Alors, une des spécificités de TMF aussi, c'est qu'on a voulu, parce qu'on avait dans nos fournisseurs, donc des groupes qui fournissaient différents types de pièces ou familles de pièces. Donc, on a travaillé à impliquer les directions qualité des groupes pour en faire les interlocuteurs de la direction qualité de TMMF, de manière à avoir une consolidation et faire que le groupe fasse progresser l'ensemble de ses sites de la même façon et donc avec la même pertinence. Nous avons impliqué l'ensemble des fournisseurs, y compris les sidérurgistes, et je me souviens que parler de qualité, de quality roadmap avec ArcelorMittal ou Thyssen ou Corus à l'époque, c'était pas facile, mais on l'a fait, et puis ça a donné ses fruits, ça a porté ses fruits également, quoi. Alors évidemment, le début de TMMF, c'était de venir et de convaincre de l'intérêt pour un fournisseur, et représenter au départ un volume assez faible, 150 000 unités par an, donc on était pas obligatoirement un point important dans le chiffre d'affaires de certains fournisseurs, mais on a réussi à les convaincre, on a été persévérants, parce que ça aussi ça fait partie de notre savoir-faire, et je pense que l'ensemble des fournisseurs a été convaincu effectivement de nous suivre. Et en interne, on s'est très vite doté d'un tableau de bord, alors des coûts qualité fournisseurs, mais je pourrais parler aussi des coûts logistiques, etc., où on va retrouver tout ce qui concerne les ressources, la retouche, les tri, déviation, visite, incident, qualité, etc. Tout ce qui va concourir à avoir un coût global de la qualité des fournisseurs et des prestations fournisseurs. Et ça contribue au tableau de bord compétitivité du site. Et si on comprend bien ça, on comprend tout l'intérêt de travailler avec les fournisseurs, de les développer, parce que ça a un impact direct sur l'ensemble des coûts, non seulement encore une fois les coûts pièces, mais le coût global. Et puis, ça a bien marché avec les pièces. On a aussi décliné cette démarche aux fournisseurs de prestations ou de machines. Donc, ce principe qui a été élargi aux prestataires de démontage, montage d'équipement, lors de préparation, de changement de modèle, minor ou major, et généralement sur l'ensemble des prestations qui sont liées au shutdown. Pareil pour les interventions de maintenance, avec une implication vis-à-vis des fournisseurs de presse, par exemple, ou des fournisseurs de robots. Ça a touché aussi les fournisseurs de prestations RH, et puis le fournisseur de prestations logistiques. Voilà, donc pourquoi ? Parce que
pour nous assurer une fiabilité des conditions de redémarrage ou de préparation au changement d'organisation, ce que j'ai cité. Et puis encore une fois, toutes ces prestations, tous ces fournisseurs, eh bien, ils contribuent au coût interne. Donc, plus on améliore leur performance, plus on améliore la fiabilité de leurs prestations, plus on améliore nos coûts internes en les réduisant, et donc la compétitivité. Et puis, vous savez, pour fabriquer un véhicule de segment B en Europe, nous savons que nous avons besoin de travailler beaucoup sur notre compétitivité. Voilà, après quelques exemples pour terminer donc sur le partenariat avec les fournisseurs. Donc encore une fois, c'est un processus qui se construit sur le long terme. Alors Philippe l'a dit, effectivement, sur les 10 premières années, on a eu des fournisseurs blacklistés. Alors certains étaient blacklistés, on travaillait pour les améliorer et faire qu'ils ne soient plus blacklistés. Mais globalement, au bout de 10 ans, on n'avait plus cette approche à faire d'être obligé de blacklister certains fournisseurs. Voilà, les fournisseurs ont plus à craindre des opérationnels de Toyota que des achats. Ben oui, parce que c'est l'usine qui est directement impactée par la performance du fournisseur, que ce soit d'une manière qualité, d'une manière logistique. Et encore une fois, c'est la compétitivité de l'usine et la compétitivité de l'usine, on y travaille tous les jours, quoi. Donc le niveau de qualité quasi parfait qui est attendu, moins 30 ppm, j'ai presque envie de dire moins de 10 ppm, parce que c'était voilà, c'est plus sur cet horizon-là qu'on travaille aujourd'hui. Et puis ce qui a fait souffert au début, ce qui a fait que certains fournisseurs se sont retrouvés blacklistés, c'était je dirais leur façon de gérer les crises et de pas savoir les gérer, de pas appliquer le bad news first, parce que chez Toyota, on comprend très bien qu'on peut avoir une crise, qu'on peut avoir une mauvaise nouvelle, mais on vient avec la mauvaise nouvelle et on dit voilà comment je vais gérer cette mauvaise nouvelle ou comment je vais gérer cette crise. Et donc voilà, ce qu'on a toujours refusé, c'est que les fournisseurs perdent leur contrôle de la gestion de crise. Et puis en phase projet, sur quoi je voudrais insister, c'est que un suivi régulier, bien sûr, donc avec les équipes SPM, donc les OBIH et les fournisseurs, l'implication du top management. Donc j'ai mis les IP bars parce que c'est voilà, avant de quitter TMMF, j'étais directement en charge comme top manager de suivre le projet IP Bar, donc d'aller chez le fournisseur, de revoir ses OBIA, de travailler ensemble, et puis j'ai suivi jusqu'à temps qu'ils partent et la préparation des pièces 1A, donc les premières pièces de mass production, of tool of process. Les spécialistes qualité, encore une fois, c'est vraiment, et moi j'avais un passé de 20 ans chez les équipementiers, donc la grosse différence entre Toyota et puis les autres constructeurs, alors, je pense que ça a dû évoluer et j'espère. Aujourd'hui, c'est que les spécialistes qualité, mais je pourrais dire aussi les spécialistes SPM, les spécialistes logistiques, voilà, ce sont vraiment des experts. Et pour les spécialistes qualité, vraiment des spécialistes produits, quoi. Des spécialistes qui sont capables de faire du prototypage par eux-mêmes et de faire des propositions d'évolution de produits, quoi. Et en phase masse production, ce que a développé à TMMF, qui est un peu spécifique, c'est la mise en place de résidents. Alors, encore une fois, j'ai parlé au début, on s'intéressait beaucoup à la gestion de la qualité groupe par groupe, donc des résidents au groupe, qui permettaient, donc étaient intégrés au site de production, qui sont toujours intégrés d'ailleurs pour certains, et donc ça permettait de développer nos fournisseurs à travers le résident, et puis d'avoir aussi une anticipation plus efficace des problèmes qui pouvaient arriver, quoi. Et puis le team, donc le panel de fournisseurs qui sont sélectionnés pour intégrer le TPS dans l'unité de production, donc avec un appui de l'usine. Voilà, je pense que j'ai couvert ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, partager donc mon vécu de 20 ans de politique Toyota vis-à-vis des fournisseurs, avec une implication directe au début en tant que directeur qualité, aussi en tant que directeur de la supply chain, et puis effectivement donc le résultat de cette politique vis-à-vis des fournisseurs, quand vous êtes patron de production, vous voyez tous les jours effectivement la qualité de la performance des fournisseurs qui vous permet aussi de travailler, de vous concentrer d'abord sur la vôtre, quoi.
Dans la conclusion, je voulais dire quelque chose à la place de Reynald, parce que n'étant pas de Toyota, je serais peut-être plus crédible à le dire. Vous avez certainement lu, comme moi, concernant les histoires de l'impact de la pandémie sur les supply chains, et certains ne se sont pas gênés, comme souvent, de dire que ça montrait que le modèle Toyota, le juste à temps, les flux tendus, ça ne marchait pas, c'était une mauvaise idée, etc. etc. Je pense qu'ils n'ont pas étudié correctement le dossier, car effectivement, si vous creusez un peu sur cette question, vous verrez que Toyota a développé depuis un certain temps sur le fond du risk management d'un haut niveau par rapport à leur supply chain, et ils avaient beaucoup plus stocké sur des histoires de puces et autres que leurs concurrents, et ils ont beaucoup moins souffert que les autres des perturbations liées à la pandémie. Ils ont souffert quand même, hein, puisque ça dure et les pénuries de puces continuent et ainsi de suite. Mais ils se sont bien mieux protégés que ceux qui avaient beaucoup de stocks, etc. Donc je voulais juste préciser ça parce que je pense que c'est un malentendu. Cette crise perturbe toutes les supply chains, quel que soit le produit, de manière assez spectaculaire. Toyota s'était quand même assez bien préparé, puisqu'ils avaient des mois de stock sur les pièces qui ont fini par manquer. Voilà. Reynald? Oui, commencer par soi-même avant d'aller voir ses fournisseurs, effectivement. Donc, on peut difficilement aller voir un fournisseur en lui demandant, en ayant des exigences, si on ne les a pas d'abord mis en place chez soi. Et puis, former les fournisseurs, c'est pouvoir leur montrer, effectivement, que c'est possible. Donc, voilà. Donc, ma recommandation, c'est commencer par soi-même avant d'aller voir ses fournisseurs. Donc, pour ceux qui ont regardé dans le détail ce webinaire, on a changé le sous-titre sur partenariat fournisseur. Toyota le fait, pourquoi pas vous? Parce que pour nous, c'est véritablement la question. Moi qui regarde tout ça depuis 30 ans, je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont décidé d'ignorer ce chapitre qui est dans tous les bons livres qui décrivent le Toyota Way, et depuis très longtemps maintenant. Comme quoi ils créent des partenariats avec les fournisseurs, et à vraiment quelques petites exceptions près, où c'est l'exception qui prouve la règle, personne ne fait ça sous Toyota. En France, vous avez cet exemple que Reynald vient de résumer, qui non seulement montre que c'est possible en France, hein, il y a à peu près la moitié des fournisseurs qui sont français dans la liste actuelle, et 80% qui sont européens, si je me rappelle bien. Donc c'est avec les entreprises de par ici, n'est-ce pas, qu'ils y arrivent. Ils l'ont fait, les résultats sont redoutables, ils gagnent la voiture de l'année, donc la qualité y est, le coût y est puisque c'est rentable, ils sont en pleine croissance maintenant. Bref, c'est une des composantes de ce qu'ils font, ça marche très bien et personne ne le fait. Donc j'espère que ce sera une partie importante de la discussion qu'on va démarrer dans un instant. J'imagine que personne ne va dire que c'est parce que ça ne marche pas ou ne marche pas chez eux, mais peut-être que c'est ça l'explication que vous souhaitez proposer. Voilà, je crois que c'est ça qui est fascinant, parce que quel que soit le métier dans lequel on est, sa valeur ajoutée dans son organisation, c'est une chose, mais nécessairement, on est tributaire de la performance de sa supply chain, de ses fournisseurs. Et Toyota, ce qu'ils font là avec la Yaris en France, montre bien le domaine du possible. Tous les autres constructeurs du monde ont décidé qu'il était impossible de construire des petites voitures segment B en France parce que les impôts, les machins, etc. Et voilà, ils le font, ça se passe très bien. Et un des éléments bien sûr, c'est qu'ils ont réussi à créer ces partenariats avec leurs fournisseurs. Si ça vous intéresse de creuser plus largement dans le modèle Toyota, le Toyota Way, et celui pratiqué en France chez TMMF, sachez que nous organisons régulièrement des formations à ce sujet. La prochaine formation est à la fin du mois. Et c'est un peu comme ce webinaire, c'est-à-dire que c'est surtout Reynald qui parle. Moi, je complète avec quelques points de vue extérieurs. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs les clés du bon lean et les clés du mauvais lean. Donc Reynald y décrit dans le détail tous les différentes composantes. On en a vu juste une petite partie aujourd'hui, toutes les différentes composantes de Toyota Way Made in France. Et moi je donne mon regard sur
soit c'est pas copié ou mal copié, bref, ce que j'appelle le mauvais lean, c'est-à-dire que effectivement il y a malheureusement une majorité des mises en œuvre du lean qui sont pas du tout fidèles à l'exemple de Toyota. Et je pense que c'est très intéressant d'éclairer le sujet par ces deux regards, l'exemple de Toyota et les contre-exemples que je rencontre souvent dans mon travail auprès des industries françaises et étrangères. Voilà, donc c'est un format de 2 heures par jour en fin de journée sur 4 jours consécutifs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous y êtes cordialement invité.